Donc, bonjour, bienvenue dans cette discussion dans le cadre du travail d'implication pour le cours en introduction judiciaire. Je suis avec ici quatre personnes, donc Mathias, Camélia, Florence et Amy, et on va discuter de l'accès à la justice. Donc, on va parler d'un peu c'est quoi l'accès à la justice. On va aussi parler des barrières, quelques pistes de solutions qu'on pourrait apporter à notre système juridique actuel. Puis, on va aussi faire un bref moment sur l'enjeu dans les communautés autochtones. Donc, en gros, c'est quoi l'accès à la justice? Ben, moi, personnellement, je trouve que c'est l'accès qui est physique aux tribunaux. Ça a été reconnu là, dans certains jugements, dont le jugement BCGEU contre British Columbia. Donc, l'accès physique aux tribunaux. Puis, on parle aussi là, de l'accès à des services juridiques. Ça, par contre, ça n'a pas été reconnu comme un aspect qui était constitutionnel du droit d'accès à la justice, sauf pour que quelques rares exceptions. Mais on reste encore là, dans une notion qui est très large, mais j'ai l'impression que les définitions sont quand même assez pointilleuses pour qu'est-ce qui est de la jurisprudence. Ok, oui, pour faire du pouce, en fait, je pensais faire une relance, mais non. Alors, pour faire du pouce un peu sur l'accès physique aux tribunaux, mon sujet de la session, honnêtement, mon sujet qui me passionne cette session, c'est la quérulence. Mais la quérulence, qu'est-ce qu'exactement la quérulence? C'est surtout caractérisé par le comportement d'un justiciable, souvent convaincu de la justesse de sa cause, mais aussi du fait que ses droits fondamentaux ont été bafoués et qui souvent va multiplier les recours et les contestations judiciaires dans un but de souvent surcharger le système, vraiment montrer qu'il peut exercer ses différents devoirs et différents pouvoirs qui lui sont permis. Donc, le problème qui en découle, c'est que souvent, la quérulence, dans une idée d'accès à la justice, vient amoindrir les ressources du système judiciaire. C'est difficile souvent d'allouer autant de temps, de ressources, d'accès aux tribunaux, quand on a des plaideurs qui sont là pour plaider des causes qui souvent sont plus futiles que ce qu'ils peuvent en laisser croire. Et un exemple qu'on a vu pendant le cours notamment, celui, là, je vais essayer de le prononcer comme du monde, l'arrêt Habowski contre Das, dans l'idée que M. Habowski, qui va poursuivre Das, surtout dans le contexte de ses études en droit à l'Université de Montréal, va considérer que le fait de ne pas avoir, de l'avoir été exclu ou en fait renvoyé de la faculté, va brimer ses droits. Et les demandes qu'il va porter sur la table, notamment ces 380 millions de dommages et le fait de fermer la faculté, de mettre, je crois, si je me souviens, l'université en pause, en lockout, on s'entend que, a priori, c'est assez incroyable comme demande, mais aussi, il faut que la demande soit traitée tout de même. Et il y a des outils pour rejeter certaines demandes, a priori, dans les premiers moments de l'instance, mais on conserve quand même un dossier qui va devoir aller devant les tribunaux à un certain niveau, qui déjà, même s'il est complètement superflu, va devoir être traité par le magistrat quand même. Donc, c'est souvent un problème qui n'est pas présent dans tous les cas, c'est pas un problème qui est souvent présent dans tous les tribunaux, mais qui quand même vient nuire à l'accès au système de justice pour d'autres justiciables qui souvent ont besoin d'être entendus, souvent besoin d'être entendus plus rapidement. Et des cas comme celui de M. Rabowski sont souvent plus compliqués et viennent surcharger le système. Si je veux faire là, un pont avec, dans le fond, le deuxième aspect de l'accès à la justice, qui est l'accès à des services des services juridiques, ben, ça vient un peu faire le pont avec certaines barrières, comme par exemple les coûts qui sont très, très, très élevés. C'est pas tout le monde qui peut s'offrir d'aller devant les tribunaux. On parle aussi là, des délais qui peuvent être malgré, par exemple, je pense en droit criminel, l'arrêt Jordan, il y a des délais qui au civil sont très, très longs. Puis aussi le manque d'informations chez les justiciables. Donc, je vais laisser là, mes collègues parler un peu là, des barrières face à l'accès à la justice. Avant de commencer dans mon sujet, je vais faire du pouce à ce que vous avez dit, mais la juge Claire Dubé avait déjà dit que l'objectif de l'accès à la justice, c'était justement la justice et non l'accès à un avocat. Cela dit, je suis d'avis que, dans le fond, la représentation des justiciables par un avocat, c'est l'un des grands moyens pour favoriser la justice à tous. En effet, selon la juge Claire Dubé, la justice, elle doit être ouverte à tous, abordable et efficace. Puis, puisque la justice, c'est un processus complexe qui requiert nécessairement une expertise juridique, l'assistance, ça vient justement permettre aux justiciables de comprendre c'est quoi leurs droits, d'être accompagnés tout au long de la procédure, puis justement de faire valoir efficacement leurs intérêts devant un juge. Puis justement, à l'inverse, l'absence de représentation, elle entraîne nécessairement une incompréhension du système judiciaire et par ricochet des délais, comme Angèle tu l'as dit,
une influence sur la force persuasive de leur argument, et même du découragement de la part des justiciables face à la justice. Puis, un exemple de gouvernement qui ont justement permis d'ouvrir comme l'accès à des avocats, c'est l'État de New York, qui a adapté une approche différente du Québec, justement, que les étudiants en droit, dès que tu as fini ta formation en droit, tu peux représenter des justiciables, et ce, sans assermentation. Pardon. Oui, mais au contraire, la représentation, ça nécessite de l'argent. Ça vient miner. Si l'autre partie est représentée, mais pas toi, il y a un déséquilibre. Ça, justement, je pense que ça vient miner l'accès à la justice parce que tu n'as pas envie là, de te faire attaquer ou tu vas perdre peut-être ton procès parce que tu n'as pas l'impression que tes arguments sont plus forts que ton adversaire. Je vais faire du pouce avec un autre aspect de l'accès à la justice selon la juge Claire Levy, c'est que ça comprend un aspect humain. Elle dit que, surtout dans RDS, que la tâche du juge consiste à aller au-delà de son expérience personnelle, puis justement d'en apprendre plus sur la situation des justiciables. Elle différencie l'impartialité avec la neutralité. Et elle dit qu'il ne faut pas les confondre. Puis, un exemple de justice efficace, justement, qui émane de cet aspect humain, c'est l'arrêt Jordan qui ont appliqué 2 plafonds pour déterminer si un délai est devenu déraisonnable. Parce que c'est un principe qui découle de la charte, justement, d'être jugé dans un délai raisonnable. Est-ce que je peux relancer un des points que tu as abordés? On parle de genre de fait d'être représenté, puis le fait que souvent c'est plus difficile, surtout au Québec, parce qu'au Québec, pour être représenté, pour avoir l'aide juridique souvent dans le système avec les universités, mais c'est pas une représentation parce que c'est pas permis. Mais certaines provinces canadiennes, eux, le permettent que les étudiants en droit puissent représenter, ou les gens qui sont en clinique juridique, de représenter les justiciables devant le tribunal. Penses-tu que, là, je te lance là comme ça, mais penses-tu que ce serait intéressant en droit civil québécois qu'on puisse pouvoir faire ça, qu'on puisse pouvoir avoir des cliniques juridiques, des gens qui ont pas nécessairement leur barreau, de représenter des justiciables au lieu de simplement les conseiller juridiquement, à faire les deux? Je vais partir de mon expérience personnelle. Moi, à défendre quelqu'un, justement, ça implique qui vit les conséquences du jugement, je ne me sentirais pas à l'aise de défendre, mais je pense que, mettons, mes collègues en fait, leurs techniques juridiques sont beaucoup plus outillées pour savoir c'est quoi le cadre d'analyse. Oui. Je pense qu'on va dire la même chose. Moi, je pensais du côté comme un peu déonto puis disciplinaire, comme comment est-ce qu'on peut établir un cadre sur des étudiants qui sont pas régis par un ordre professionnel. Fait que moi, c'est plutôt ce côté-là. Parce que, mettons, par exemple, au barreau, les stagiaires vont souvent faire des représentations à la cour, mais pas le procès. Souvent, ça va être comme les petites représentations ou, par exemple, des petits procès. Quand on est stagiaire au barreau, j'ai l'impression qu'il y a comme quand même une étape de plus, mais de là avoir fini son bac pour être capable de représenter en étant que ça soit la seule norme, personnellement, je trouve que c'est un peu jouer avec le feu de savoir s'il arrive quelque chose avec l'étudiant, comment est-ce qu'il peut avoir des mesures disciplinaires, c'est quel déonto qui s'applique. Fait que moi, c'est ce côté-là qu'on dirait que je trouve que c'est un peu nébuleux. Ouais. Autre chose, en technique juridique, on parle beaucoup du fameux débat de créer un ordre professionnel pour les parajuristes. Parce que les parajuristes, on a une formation juridique quand même. Ok, c'est pas la même chose qu'un bac en droit. En bac en droit, c'est beaucoup plus théorique. Une technique juridique, c'est très pratique. On apprend concrètement à faire des actes de procédure, ce genre de choses. Mais pour faire des actes de procédure, il fallait avant tout apprendre le droit substantif pour le plaider un petit peu. Et on apprend aussi à faire des avis juridiques, même si techniquement, on n'est pas censé en faire. Mais c'est ça. Donc, ça, c'est comme un débat qu'il y a en ce moment. Comme, mettons, en Ontario, les paralegals peuvent donner des conseils pour des petites choses. Je sais pour les infractions de déclaration sommaire. Mais c'est ça. Je voulais argumenter, mais comme tu dis, moi je suis d'accord avec toi, là, justement, que c'est
Oui. Mais je pense que justement d'apprendre sur le tas, parce que souvent on entend les avocats dire Mm. ah, la pratique en droit, c'est pas du tout comme notre bac en droit. Fait que je pense que ça serait une bonne façon aussi d'apprendre comme à plaider, vraiment, peu importe de faire, comme tu dis, de la procédure. Parce qu'on va l'apprendre sur le tas, mais ça après le barreau. Alors que je pense en rendu en deuxième année, on a appris une bonne partie du code. Fait que, potentiellement, on serait capable de le faire. Moi, je rajouterais surtout sur le point d'Angélique, tantôt, avec les autres professionnels. Tu sais, pour les étudiants qui représenteraient quelqu'un, tu sais pas, l'étudiant n'a pas passé son barreau. L'étudiant pourrait même avoir essayé de passer le barreau et l'avoir coulé, et il se retrouve à te représenter. Et tu sais, s'il a coulé le barreau, c'est qu'il manque une certaine information, une notion pour justement devenir avocat. Et donc, si tu te retrouves avec une personne qui peut toujours te représenter après avoir coulé son barreau, je trouve que ça serait... Mais ça, la déontologie... Ok, je comprends, je suis d'accord. Je vois le point, mais je pense que, en tout cas, dans l'optique que moi je voulais le lancer, c'est juste que souvent c'est des cliniques qui sont entourées d'avocats et qui sont vraiment entourées des étudiants. Mais encore une fois, dans une idée d'accès à la justice, est-ce que c'est pertinent ou est-ce que le problème est ailleurs? Est-ce que c'est la quantité de juristes qui peuvent supporter les justiciables ou est-ce que le problème est plus dans les autres ressources du système qui bouge un peu plus loin dans la procédure? Mais dans un sens, je suis d'accord, mais je suis pas tant d'accord avec Camélia parce que il y a des avocats qui ont déjà eu des échecs au barreau, puis ça fait pas de eux des mauvais avocats. Mais je vais plus dans le sens que, par exemple, on en connaît toutes dans la classe, des étudiants qui se croient un petit peu là, mais je sais tout, puis que ça pourrait être dangereux pour les justiciables parce que ça pourrait détruire un dossier, puis même être rendre la situation pire que celle-là. Fait que moi, c'est de ce côté-là que je trouve que ça serait dangereux. Puis dans ce cas-là, comment est-ce qu'on peut appliquer une sanction s'il y a aucun code, s'il y a aucun cadre? Mais je suis d'accord avec Mathias de dire que si c'est bien encadré, comme par exemple des cliniques vraiment juridiques, comme je pense que c'est enseignement clinique que tu travailles des professionnels, je pense que ça pourrait quand même être comme une belle option de peut-être augmenter un apport en justiciable pour pouvoir aller plaider. Mais je pense qu'il faudrait faire attention d'être sûr que ça soit bien encadré pour être sûr qu'il n'arrive pas comme des situations où l'étudiant dit un peu n'importe quoi, qui essaye de faire un peu que c'est le meilleur et tout. Fait que je pense qu'il faudrait faire attention à ce côté-là. Je vais renchérir sur la question. Il y a pro bono, mais il y a aussi l'AIDU, mais même à ça, il n'y en a pas assez des bureaux qui en font. Peut-être justement qu'il y a des étudiants qui puissent faire un peu de l'aide juridique, ça serait moins cher. Puis justement, peut-être la bonne administration de la justice, ça irait plus rapidement. Puis c'est ça, l'accès à la justice. En effet, ça Oui, 100%. Mais il y a aussi la nouvelle réforme du barreau qui est quand même intéressant parce qu'il y a maintenant il y a un volet, je pense que c'est le deuxième volet, si je ne me trompe pas, c'est justement une clinique juridique. Les étudiants au barreau qui ne sont pas finalement assermentés parce qu'ils n'ont pas terminé leur barreau, ils n'ont pas acquis encore le titre de maître, ils peuvent superviser avec des avocats, évidemment. Ils peuvent faire des recherches juridiques, ce genre de choses-là. Je sais qu'il y en a qui font des examens de titre aussi. Ils peuvent même répondre à des clients. Oui, et c'est gratuit pour les clients, pour la population, ce qui est quand même une très belle initiative qu'on n'entend pas souvent parler, mais je me souviens à Sherbrooke, c'était affiché partout sur les abribus. Oui. Mais si je veux faire un parallèle avec, par exemple, d'autres solutions, parce que c'est des cadres de solutions pour augmenter l'accès à la justice, ben moi, j'aurais tendance à dire que il y en a déjà un peu qui ont été acceptés dans les dernières années. On parle notamment de la réforme du Code de procédure civile qui a ajouté la considération que les juges doivent demander aux parties si il y aurait possibilité d'aller vers des moyens de résolution alternatifs. Donc ça a été ajouté là, à l'article 1. On a aussi la création de plusieurs centres de justice de proximité, qui ça, c'est vraiment on peut se présenter au bureau, il y a des agents qui vont nous aider là, à nous diriger pour que nous-mêmes, on soit capable de monter une demande.
Puis, évidemment, là, il y a l'accessibilité à l'aide juridique qui s'en vient de plus en plus, je veux dire, permissive, mais dans un sens comme il reste encore du travail à faire. Mais en tant qu'avocat, je pense que qu'est-ce qu'on pourrait faire, ça serait d'augmenter les pro bono. Ça, c'est quand même un peu une difficulté, surtout dans les gros cabinets. Je pense aussi qu'on pourrait aussi partager notre information juridique en faisant des capsules ou des podcasts de ce genre, de l'information qui va être générale, gratuite, mais qui va pouvoir vraiment donner un chemin un peu au justiciable qui sait pas où aller. Je pense aussi qu'on devrait vraiment miser puis conseiller sur des méthodes alternatives de résolution des litiges, comme par exemple la médiation, puis qu'on devrait fournir aussi plus de ressources aux juges, parce que c'est surtout un enjeu. Le juge en chef Wagner l'avait souvent souligné avec des entrevues avec la presse ou la tribune, que les juges, ils manquent de ressources, autant, oui, financières, mais de ressources étant comme le personnel, de secrétaire juridique, d'adjoint juridique, d'étudiants ou même d'avocats qui travaillent pour les différentes cours. Fait que moi, c'est les solutions que j'avais trouvées. Je sais pas si vous, est-ce que vous en aviez d'autres à proposer? Ben, par rapport au balado, je voulais juste mentionner, en ce moment, il y a des choses qui se font. Ce que je trouve vraiment intéressant, par exemple, il y a le DPCP qui va bientôt sortir son balado. Donc, ça va donner l'information juridique vulgarisée pour la population. Donc, ça peut être, c'est une belle initiative. Il y a aussi Éducalois. Je pense que c'est une solution déjà faite, mais je trouve que c'est une bonne façon parce que la plupart des gens vont écrire sur Google de leurs petits problèmes, comment qu'on s'en sort. Et Éducalois va être la première chose qui sort. Mais ça, je suis d'accord parce que il y a l'idée de la représentation, mais aussi l'information publique et l'information qui est juste. Ouais. Souvent, c'est ça le problème. Puis je pense que si, après un abord, on peut juste diffuser l'information qui est vérifiée, qui est juste, puis à grande échelle, on va déjà réduire les questions, puis souvent les différentes, comment dire, les bousculades dans les bureaux d'avocats des justiciables qui veulent se faire représenter pour des cas qui n'ont aucune raison de se faire représenter. Fait on vient, dans le fond, élaguer un peu certains recours, certains dossiers qui sont pas très pertinents par l'information très accessible. Pour revenir à l'information juste, ben, c'est un cas de l'actualité qu'un demandeur avait été comme sanctionné d'une amende pour avoir faire une demande sur l'intelligence artificielle. Il a été comme, je pense, une amende de 5 000 parce que l'intelligence artificielle avait fait une demande comme zéro fondée, elle avait comme aucun fondement juridique, elle était vraiment tout croche. Et je pense que le fait que les bureaux puis les avocats véhiculent de l'information qui est légitime, qui est juridiquement valide, je pense que ça peut empêcher des cas comme ça. Je ne sais pas si c'était le premier, mais je sais qu'en ce moment, en date de l'actualité, je pense que c'est arrivé au début de l'automne. Fait que ça, c'est aussi un risque qu'on se met avec surtout l'émergence de l'intelligence artificielle. Ça, je pense que ça peut être un gros panneau pour les justiciables. Puis, je peux apporter une autre solution qui a déjà été discutée. Je me suis en faisant mes recherches pour le podcast, j'ai vu, je pense que c'est des jeunes qui demandaient ça pour une meilleure. Justement, tu l'avais mentionné, là, la population soit plus informée juridiquement parce que c'est des termes super complexes. Il faut avoir une certaine expertise quand même. Et le fait de peut-être intégrer des cours juridiques dans les écoles secondaires ou préuniversitaires pourrait vraiment être une chose qui pourrait vraiment aider. C'est sûr que ça met un petit peu en danger notre métier, notre profession, mais en même temps, il y a tellement de personnes qui se représentent seules et au final, je pense que c'est ça que tu amenais tantôt, Florence, dans ta partie. Il y a une injustice quand un particulier ne peut pas se permettre de payer un avocat, mais il n'est pas admissible à l'aide juridique. Finalement, il est contre une entreprise qui est clairement il est contre un avocat. Ça fait beaucoup d'injustice. Ben oui, non, excuse. Ben oui, je voulais juste te relancer ça, tu parlais de l'enseignement au secondaire, surtout, sûrement. Puis je pense que c'est ça que le Québec, on a quand même une lacune là-dedans parce que c'est pas un aspect qu'on touche, mais après avoir parlé avec beaucoup de mes collègues qui ont étudié en Ontario, au BC aussi, ils ont eu des cours de droit, souvent évidemment dans leur sixième année du secondaire que nous, on n'a pas ici, mais ils ont eu des cours puis après leur en parler quand même assez longuement, qui leur ont permis d'avoir une compréhension assez solide du système judiciaire qu'au Québec, on n'a pas une telle chose. Fait que
petit détour éducatif, mais on n'a vraiment pas quelque chose de mis en place ni dans notre parcours secondaire, ni même au cégep qui serait implanté automatiquement. Donc, peut-être aussi une lacune, comme tu soulèves, avec le système d'éducation aussi. Je dirais que c'est pas nécessairement dans toutes les écoles. Je sais que mon école et l'école d'une de mes amies offraient des cours de droit au secondaire. Par contre, il était facultatif et il était impossible de le prendre si on prenait aussi les cours de sciences que j'ai moi-même pris. Donc, malgré mon intérêt, pas pu faire le cours de droit au secondaire. Malheureusement, j'ai fait la même erreur. En effet. Moi, j'avais un autre point sur ce que tu avais dit tantôt, Florence. Je recule de quand même beaucoup sur. Je pense que C'était c'est. la Je pense que juge. c'était Angélique, je m'excuse, sur les coûts élevés. Non, c'est ça, c'est toi. Ah bon. Par rapport justement au fait que, tu sais, quand on est face, par exemple, à des personnes qui sont représentées, qui ont plus les moyens, j'avais trouvé quelque chose d'assez intéressant, là, que les services juridiques sont majoritairement occupés par des classes dominantes. Par exemple, le service public, ou ce que j'avais trouvé comme statistique, en 2002, par contre, ça a commencé à dater, mais à Toronto, 70% du marché des services juridiques est à destination exclusive des entreprises. Donc, les classes populaires, ils font rarement valoir leurs droits. Et si c'est le cas, souvent, ils vont rencontrer des difficultés. Donc, c'est là qu'on peut commencer à se poser des questions, justement, sur le fait de, OK, est-ce que pour avoir droit à nos droits, finalement, à faire valoir nos droits, est-ce qu'il faut faire partie d'une classe sociale plus élevée? Il faut être riche, dans le fond. Pro bono, je sais qu'ils font surtout des affaires pour les personnes marginalisées, vraiment très peu, à faible revenu. Mais est-ce que, de quoi tu parles, ça me fait penser en matière familiale? Oui, tu sais, là, t'as pas. Il y a une liste de contrats, tu vas peut-être pas poursuivre, mais en matière familiale, t'as pas le choix de l'aliment ou pour la garde de l'enfant. À la conférence, on en discutait justement entre les deux conjoints. Le juge, il doit un peu comme il n'a pas le droit d'intervenir, mais comme c'est sûr qu'il doit s'assurer que ça soit égal pour les deux. Équitable, c'est ça, parce qu'il y a des grosses conséquences là, qui découlent. Je reste plus sur le point à Amy, qui serait un des obstacles à l'accès à la justice selon le Conseil canadien de la magistrature. C'est la méfiance ou la crainte de l'institution qui empêche les parties de même se pointer et donc pas seulement financièrement, mais pour toutes sortes de raisons. Mais parmi les statistiques, les personnes qui font moins de 25 000 ont fortement plus de chances de faire moins confiance à l'institution que les personnes qui font plus de 100 000. D'ailleurs, les statistiques ne sont pas très jolies là-dessus. En 2002, 32% de la population avait moins qu'une confiance moyenne dans le système de justice. En 2014, le chiffre a descendu à 25,6%, ce qui est quand même une personne sur 4 qui ne fait pas confiance à notre système de justice. Et en 2023, ce chiffre est remonté à 37%. Donc, il y a quand même presque 2 personnes sur 5 qui ne fait pas confiance à notre système de justice. Je rajoutais par contre que ça varie par province. Donc, au Québec, apparemment, on fait plus confiance à notre système de justice. Les Québécois ont moyennement donné 6,37 sur 10 comme niveau de confiance sur une échelle de 1 à 10. Et oui, c'est ça. Les résidents du Québec ils ont plus confiance dans le système de justice que dans toutes les autres provinces et les territoires. Ça parle. Oui, mais il y a aussi, j'irais vers le point de Amy, que les populations, ils ont différentes populations, différentes statistiques. Les hommes font plus confiance que les femmes à l'accessibilité et les personnes blanches trouvent que le système est plus équitable que les personnes autochtones. Donc, voilà, Amy, je te passe la parole. Oui, je vais parler un peu plus de cet aspect-là sur la situation des populations autochtones, plus spécifiquement des revendications territoriales de ceux-ci. Faut se rappeler que les peuples autochtones, c'est quand même 5% de la population totale du Canada, selon le recensement de population en 2021 par Statistique Canada.
Donc, je vais revenir rapidement sur ce que Florence a mentionné tantôt, juste pour rappeler que la condition de base de l'accès à la justice, c'est un système de justice ouvert à tous, efficace et abordable. Puis, dans le fond, qu'est-ce qu'un système de justice ouvert à tous? Donc, selon la juge et la jurisprudence, notamment dans l'arrêt Morelli de la Cour suprême qui a été rendu en 2010, la justice est aveugle. Donc, qu'est-ce que ça signifie? En gros, c'est pas faire de discrimination quand ça a rapport avec le statut social, la race, le sexe, etc. Donc, tout ce qui est caractéristiques personnelles du justiciable. Donc, théoriquement, le système de justice est ouvert à tous. Ça, je pense qu'on conteste pas vraiment. Une personne autochtone a le droit de faire valoir ses droits. Exactement. Merci. Mais, quelle est la question qui est plus fondamentale ici, que je me pose, c'est est-ce que, même si c'est ouvert à tous, est-ce que c'est véritablement abordable et efficace pour tout le monde? Mm-hmm. Et là, on va voir qu'absolument pas. je vois le punch. Donc, je vais arriver à mon deuxième point, l'abordabilité de la justice. Donc, selon la juge, que tu mentionnais dans le texte tantôt, il faut que chacun puisse obtenir des conseils juridiques et des services juridiques dont il a besoin. Donc, comme je disais tantôt, on a vu que la majorité des personnes qui utilisent les services juridiques sont des entreprises de services publics, par exemple la police, les tribunaux, tout ça. Donc, c'est ça. Ensuite de ça, en ce qui concerne plus l'efficacité de la justice, toujours selon la juge dans le texte que Florence parlait tantôt, le système de justice doit offrir des solutions réelles qui permettent de régler les problèmes des justiciables de façon juste et pratique. Et il doit être fait dans un temps raisonnable, comme tu t'as parlé tantôt aussi. Donc maintenant, on peut s'interroger sur l'abordabilité et l'efficacité de la justice par rapport aux revendications territoriales des communautés autochtones, par exemple. Je pourrais donner plein d'autres exemples, mais on pourrait faire un podcast complet là-dessus. Donc, effectivement, le fardeau de preuve pour revendiquer les droits ancestraux sont protégés techniquement sous l'article 35 de la loi constitutionnelle de 1982, ce qui n'est pas rien. C'est enchâssé dans notre Constitution, la loi suprême. Mais le fardeau de preuve appartient au groupe autochtone selon le test du cadre d'analyse de l'article 35 développé dans l'arrêt Sparrow, comme on a pu voir dans notre cours de droit autochtone, qui a été rendu par la Cour suprême. Sauf que ce fardeau de preuve-là, il est extrêmement lourd. Ils doivent démontrer qu'ils ont un droit ancestral, ou plutôt qu'ils occupaient le territoire avant les Européens, ce qui est complètement ridicule. Je ne sais pas si vous me suivez là-dessus, parce que tout le monde sait que c'est prouvé qu'ils étaient là avant, mais c'est quand même à eux de le prouver. Puis, ils doivent prouver des droits ancestraux, ils ne connaissent même pas qu'est-ce que signifient ces termes-là. Si vous demandez aux Autochtones, dans chacune des communautés, les personnes qui vont être plus proches des services juridiques vont pouvoir vous répondre, sinon ils ne savent pas c'est quoi les droits ancestraux. Et ça revient aussi un peu à justement le terme propriété, qui est limite territoriale, les frontières, qui ne connaissent pas non plus, qu'on a vu dans notre cours d'été. Moi, Florence et Angélique, avec maître Marie-Claude André-Grégoire, dans le cours de l'ordre juridique, et nous avec Sophie Thériault, la doyenne. Donc, je vois que vous avez des questions. Coupé un peu, mais je sens qu'il y a l'un de nos collègues qui disait que le mot ancestral, comme les droits ancestraux, non, sont encore présents. Là. Ça veut dire quoi ancestral dans ce temps-là? Comme il y a une sorte d'hypocrisie de que les Autochtones n'étaient pas là avant, mais non, il y a des droits ancestraux, ils étaient là avant. Je vais te laisser. Le fait du sens des mots aussi, ça rejoint le fait que c'est protégé par la Charte québécoise, qu'on a le droit dans le fond, d'avoir accès à la justice avec un interprète selon comme notre langue native. Puis je sais que dans les communautés autochtones, c'est surtout un enjeu parce que il y a pas beaucoup d'interprètes, ou les interprètes ils sont pas disponibles, ou ils ont beaucoup de routes par exemple à faire au prochain centre de justice comme de proximité. Fait que je sais que c'est quand même beaucoup un enjeu qui freine les communautés autochtones de pas être capables de pouvoir s'exprimer dans leur langue, qui vient rejoindre avec le sens des mots aussi comme propriété ou ancestral, qui sont pas des principes qui sont dans leur langue. Fait que le jeu de l'interprète, mais qui pourtant c'est un principe qui est couvert par la Charte québécoise. Fait que clairement là, il y a comme un peu une dichotomie qui fonctionne pas là.
ça peut revenir aussi au fait que les différences de culture, justement, tu parlais de l'aspect humain tout à l'heure, les différences de culture peuvent vraiment influencer une décision rendue par un juge. Par exemple, souvent les communautés autochtones, c'est mal vu de regarder une personne dans les yeux, c'est un manque de respect. Sauf qu'un juge pourrait penser que la personne lui ment et à cause de ça, la personne manque de crédibilité, ce qui est complètement injuste parce que la personne dit la vérité. Donc, il y avait ce genre de choses-là. On avait aussi vu que dans la culture, souvent, plaider coupable, c'est naturel pour eux. Comme, ils assument, c'est comme leur sanction un petit peu. Le fait d'assumer leur tort, sauf qu'ils ne comprennent pas exactement la portée que ça a un plaidoyer de culpabilité en droit. Ouais, Nadine Belland, qui est travailleuse sociale de la Chatte, qui disait justement que les Inuits avaient tendance justement à plaider coupable, genre accepter la peine comme la grosse, peu importe, justement, juste pour prendre responsabilité, c'était leur façon de s'excuser, d'avoir la réparation. Ils voulaient pas nécessairement prendre comment dire? Ouais, mais c'est parce qu'on ne comprenait pas qu'est-ce que... Mais qu'ils avaient le droit de dire... de faire valoir leur droit et de demander moins et de négocier. Ou de négocier avec Pensez-vous que c'est peut-être un problème aussi encore d'éducation face au système? Parce que c'est sûr que quand on a fondé notre système judiciaire, on l'a fait sans les autres autochtones, on s'est vraiment les a mis de côté. Puis peu à peu, en soi, on essaie de les rapatrier là-dedans puis de les intégrer. Mais est-ce que le fait justement d'avoir des problèmes quant à la culture qui est différente entre notre système et soit leur tradition, est-ce que c'est aussi un problème d'information face à notre système? Donc, dire que ils vont accepter la peine maximale sans vraiment comprendre l'importance de cette acceptation. Parce qu'encore une fois, ça ne vient pas juste à un problème de communication, d'éducation face aux règles du système ou au pouvoir du système. Moi, je rajouterais rapidement une statistique qui confirme ça. Dans le fond, les personnes qui ont moins d'éducation font moins confiance au système. Proportionnellement, ça va avec le niveau d'études. Les personnes qui n'ont aucune éducation ont le plus bas niveau de confiance. Ça monte un petit peu avec le secondaire, encore plus au collégial et un petit peu plus à l'universitaire. Moi, j'aurais tendance à dire que c'est l'inverse, parce que c'est en connaissant le système, admettons, en droit, qu'on le sait qu'il y a des lacunes. Ah, il y a ça. Mais c'est parce qu'on est quand même en droit. Je trouve que quelqu'un qui n'étudiait pas nécessairement le droit aurait plus confiance. Parce que c'est aussi proportionnel. Si tu fais des études universitaires, tu as probablement plus d'argent qu'une personne qui n'en fait pas, qui n'a fait aucune étude, point. Et donc, c'est un petit peu une double, je dirais, ça tombe probablement dans une double statistique où le monde qui a moins d'argent font moins d'études et donc ont moins confiance. Le monde qui font plus d'études ont plus d'argent et donc font plus confiance. Le droit, c'est l'exception. Par rapport à ta question, c'était une question d'éducation, mais je pense que Nadine Belland, elle expliquait aux Inuits c'était quoi l'enjeu, mais peu importe, elle leur disait, si t'es pas d'accord avec ce qui est écrit sur le bout de papier, je sais pas ce que c'était le bout de papier. À ce moment-là, mais ça devait être... Elle faisait beaucoup, elle était beaucoup dans le monde familial. Niveau des PJ, c'est grâce à elle beaucoup que ça l'a changé. D'ailleurs, il y a une nouvelle loi. Elle fait beaucoup de recherches. Elle disait justement, comme si t'es pas d'accord, faut juste, tu lèves ta main, tu vas parler, puis justement, c'est un décorum, le système de justice, c'est pas le plus simple à comprendre. Justement, dans notre comparution cette année ou en l'année passée, on voit que c'est pas tout le monde qui le comprend, le monde de la justice. Justement, ça juste les habits, là, dans ça, le fait que les avocats, quand ils quittent la pièce, ils disent, comme ils font un salut à la cour. Ça, c'est propre à Gatineau, on fait pas ça. Non? Ah. Ben, je sais pas s'ils font ça ailleurs. À Québec non plus. Ah, c'est ça. C'est ça, parce que juste voir, comme regarder la scène comme si c'était de la télévision, tu comprends que c'est important, mais il y a des gens qui arrivent comme en côte de jeans. En crop top, en sandales. Ils vont se présenter comme si c'était rien, mais je pense parce que peut-être ils le savent pas. C'est ça. Ils savent pas qu'il y a un décorum, ils sont pas... Oui, ils sentent pas la pression du décorum non plus, parce qu'ils sont pas dans un milieu qu'ils connaissent nécessairement. En même temps, dans leur comportement, on le sent. Ils vont plus vous voyez, ils vont faire attention à ce qu'ils disent, ils vont appuyer leurs mots, même si c'est des personnes souvent, c'est plate à dire, mais souvent c'est des personnes avec une éducation moindre,
peut-être pas universitaires, là. Souvent, ils n'ont même pas terminé leur secondaire. Puis là, on le voit qu'ils cherchent beaucoup leurs mots, qu'ils essayent d'utiliser des mots plus difficiles, puis des fois, ils n'utilisent pas les bons mots. Ouais. Ils pensent comprendre la signification des mots, en tout cas. Mais, Mais ça se voit qu'ils veulent être dans le décorum, mais ils ne comprennent pas. mais en droit, les mots, c'est tout. Là. Parce que justement, peut-être, le fait que le mot, c'est tout, ça mine l'envie de parler, de faire exercer ses droits civils. J'ai assisté à des aveux judiciaires devant moi parce que la personne accusée a dit trop de choses sans faire exprès, mais c'est comme c'est dans la bonne foi. Mais oui, c'est ça, mais après ça, se contredisait, donc on a perdu toute la chose. C'est ça. Ouais. Vous aviez autre chose par rapport à ça? Ben, une autre chose qui est quand même intéressante, puis on parle beaucoup du revenu, puis on disait que les personnes avec, c'est quoi, un revenu de moins de 25 000, il y avait beaucoup une grande perte de confiance. Mais c'est drôle parce que quand tu regardes l'aide juridique au Québec, le but de l'aide juridique, c'est souvent des gens avec un revenu qui est très similaire à 25 000 ou qui est en bas de 29 000 pour une personne seule et célibataire. Et ce qui est un peu drôle parce que ça, on cherche à les appuyer, mais en même temps, là, on parle de statistiques qui disent qu'ils vont craindre le système, malgré que il y a certains appuis qui sont poussés vers leur situation financière, leur situation personnelle en tant que telle. Ouais, moi, j'ajouterais, je pense que les gens manquent beaucoup d'informations par rapport à ça et ne savent pas qu'ils sont admissibles. Depuis que je suis en technique juridique, je ne sais pas à combien de personnes je leur ai dit essaye-toi l'aide juridique, voir pour se faire conseiller par un avocat ou se faire représenter parfois. Et je leur dis, parce qu'ils disent ouais, mais je travaille. Oui, même si tu travailles, ça ne veut pas dire que tu n'es pas admissible. Puis des fois, même si tu dépasses un certain revenu, tu as quand même le droit à quelques services juridiques. Pour ma part, moi, avant d'entrer en droit, je savais pas que ça existait. Je pense Moi que non plus. Moi non plus. Puis en faisant des recherches, dans le fond, pour notre discussion, j'avais trouvé un article qui disait que, puis je pense que ça laisse une question ouverte, ça disait il doit avoir un équilibre entre la procédure puis l'accès à la justice. Puis là, je me disais, est-ce qu'on est vraiment là? Qu'est-ce que la procédure et qu'est-ce que l'accès à la justice? J'aime ça. Donc, je me disais, c'est pour ça que je lance cette question ouverte, puis souvent, ils font ça aussi dans les podcasts, comme laisser à l'auditeur le droit de rechercher sa réponse. Mais je pense qu'avec notre cours en introduction judiciaire, cette question-là, elle a pas de réponse. Parce que la procédure, la procédure au Québec, peut-être qu'elle est plus facile, contrairement à d'autres. Peut-être qu'elle est plus complexe pour les justiciables qui sont pas dans le domaine. Puis l'accès à la justice, ben j'ai l'impression que c'est un petit peu quand même subjectif. On a soulevé plusieurs choses dans cette discussion selon comme ce qu'on pensait puis certains jugements, mais je pense pas qu'il y ait une réponse définie à c'est quoi l'accès à la justice. Je veux dire, Monsieur Caron, il passe comme 800 pages de son livre à essayer de définir c'est quoi, puis on se rend compte que c'est tellement de choses à prendre en compte que je me dis, la question, est-ce qu'il y a un équilibre entre la procédure puis l'accès à la justice? Ben, personnellement, je suis pas capable de répondre. Mais je trouvais ça intéressant. Mais justement, on est allé à une conférence hier, c'était Maître Hélène Gay, ouais, qui pratique principalement droit de la santé, droit des personnes, droit des aînés, si je me trompe pas. Qui a son propre cabinet, d'ailleurs, et elle disait justement, plus que ça avance, plus qu'on fait des lois qui réforment par exemple, le code civil, le code de procédure civile, plus qu'on ajoute des procédures et plus ça complexifie pour les justiciables et c'est plus difficile pour eux, finalement. Donc, c'est ça que je J'ai ajouté que la procédure est au service du droit. Et dans ma tête, le droit, c'est ça qui est compliqué. La procédure, si c'était pas pour accommoder les justiciables, ça serait compliqué. Parce qu'on est des justiciables. On est des justiciables. Ben oui, tout le monde est des On justiciables. est tous des justiciables. Mais certains d'entre nous vont être justiciés bientôt. Ouais, c'est ça. Bon, ben, des étudiants au droit, on sait ce que ça correspond à la procédure, mais une demande introductive d'instance, comme le droit, c'est quoi? Ça n'a aucun sens. Je me souviens en première année, quand les professeurs commençaient à dire demande introductive d'instance, il y a plein de personnes qui étaient comme hein? Qu'est-ce qu'il dit? Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, les gens ils étaient complètement perdus. Après ça, il faudrait que les justiciables qui n'ont aucune connaissance juridique devraient savoir c'est quoi. C'est pas, tu sais, oui, on n'est pas, nul n'est censé ignorer la loi, mais à un moment donné, c'est pas évident.
je veux dire, mettons, nous, en technique juridique, on a 3 cours de 45 heures dédiés à juste la procédure civile sur les preuves, comment faire une demande introductive d'instance. Comme, je sais pas si vous le saviez, mais il faut bien agrafer, il faut bien mettre l'endo. Ça, c'est des choses qu'à la cour, genre, ils regardent. Je me dis, une personne qui a aucune connaissance, comme s'il y a un accès qui est très, très, très limité par rapport à ça. Tu sais, même nous, avec notre cours d'introduction au droit judiciaire, on a fait des exercices que je pense qu'il y a personne qui a eu bon à 100% de dire qu'est-ce qui était pas bon dans la demande introductive d'instance. Puis je pense que c'est un peu infini. Mais comment est-ce qu'on peut se dire que, comme si nous, en tant qu'étudiants en droit, ou nous, parajuristes, qui ont eu des cours plus nichés là-dessus, qu'on n'est pas excellent, comment est-ce qu'un justiciable qui a, admettons, peu de connaissances peut avoir accès? Quand tu parles d'endo, ça fait penser, tu sais, genre, il y a beaucoup de formalités à respecter. Puis je me souviens, ma mère, qui est quand même légiste, puis qui est une maniaque de formalités, puis en tout cas, de rédaction juridique, dans sa deuxième année de droit, ici à l'Université d'Ottawa, elle avait encore de la misère à comprendre c'était quoi l'endo, parce que le prof utilisait le terme de toute manière, mais sans vraiment jamais justifier ou définir c'était quoi. Puis elle, c'est vraiment bête, mais ça la dérangeait de pas savoir c'était quoi l'endo. Elle savait pas à quoi ça faisait référence. Imagine qu'il faut que les justiciables, ça fait des choses qui accrochent comme ça aussi, c'est aussi fou que ça. Parce que quelqu'un qui pratique ou qui étudie en droit peut accrocher sur l'endo. Ouais. Le justiciable peut accrocher sur beaucoup plus de choses que juste ça. Là. Fait que c'est aussi un autre problème. Ouais, c'est vrai. Tu sais, la procédure, c'est beaucoup de petits détails. Fait que, tu sais, que ce soit un kidam, n'importe qui, tu sais, dans le sens du détail, il n'est pas le même. Puis, justement, ils ne savent pas que ce détail-là il est important. Parfois, les greffiers au greffe, au comptoir, quand tu déposes des requêtes ou des actes de procédure, ils peuvent te revirer de bord. Mais tu sais, quand t'es limite dans ton délai, là, ça fait peur. Non, c'est ça. Mais c'est ça. J'ai entendu plein de situations par rapport à ça, c'est pour ça. Donc, Dans le fond, il y a une conversation qu'on a eue avant le podcast, mais tu parlais de confiance dans le système. Oui, mais dans le fond, les statistiques que j'ai données, c'était un mélange de confiance dans le système de justice civile et dans le système de justice, dans l'institution de la justice, point. Les statistiques pour le système pénal, il me semblerait, je vais juste vérifier, qu'ils sont plus hautes, ce qui m'a vraiment surprise. Non, oui, c'est ça, je pensais. Il y a moins de monde qui pense que c'est équitable pour tous et accessible pour tous. Dans le fond, tantôt, j'ai mentionné qu'en 2023, 37% de la population était moins que moyennement convaincue que le système était équitable pour tous dans un cadre de la justice civile. Pour la justice pénale, c'est 48% qui pensent que ce n'est pas équitable pour tous. Donc, c'est vraiment pas des statistiques très jolies. Est-ce que c'est 48% pour les accusés, les prévenus, ou c'est 48% des gens qui perçoivent la justice Je pense que c'est le pénale? public. C'est la perception Et c'est pas juste. que c'est pas juste. Oui, donc on pense que c'est plus juste en civil qu'en pénal. Ça m'avait fait penser comme à Gilbert Rozon. Ouais, j'allais dire. Mettons, aussi, il y avait eu un joueur d'hockey. 5 joueurs. 5 joueurs d'hockey qui se sont fait acquitter, je pense. Ah, Ouais. Mais c'est en fait, c'est la même chose que Roson. Dans le fond, ils ont dit que les événements se sont produits, mais qu'ils ne remplissaient pas le fardeau nécessaire C'est pour une ça. condamnation pénale. C'est ça, puis j'en discutais avec Camilla tout à l'heure, c'est justement peut-être que le public ne comprend pas c'est quoi le hors de tout doute raisonnable. Dans le sens que s'il y a un acquittement, ça serait égal à que ça ne s'est pas passé comme une agression sexuelle. Justement, à mon sens, c'est important qu'il y ait un hors de tout doute raisonnable parce qu'on ne peut pas condamner n'importe qui de même. Là. Je rajouterais juste un petit détail que, encore une fois, ces statistiques dépendent de la race. Essentiellement, les personnes blanches sont beaucoup plus susceptibles de déclarer que le système, autant justice pénale que justice civile, est équitable et accessible pour tous. Pour revenir à ce que tu disais, Florence, par rapport au hors de tout doute raisonnable, ou par exemple en civil, c'est 50+1, ben, on a vu plusieurs décisions au fil de notre année et demie que les juges
ont leur décision et ils se font revenir dessus, par exemple, en appel parce que soit ils n'ont pas bien expliqué la définition de hors de tout doute raisonnable au jury. Puis juste si le juge a de la difficulté à donner une définition d'un concept qui est fondamental pour une décision, comment est-ce qu'un justiciable qui a aucune expérience en droit peut comprendre ça? Tu sais, si les juges, je veux dire, c'est les porteurs de droit, c'est les gardiens du droit. Comment est-ce que si un juge se trompe ou s'exprime mal avec des mots, par exemple, on a dit qu'en droit, le langage et les mots, c'était fondamental. S'il se trompe, comment est-ce qu'un justiciable peut comme avoir une porte d'entrée dans ce monde-là si c'est tellement pointilleux pour les juges eux-mêmes? Ouais, dans le sens que comment ils peuvent percevoir que c'est juste, dans le fond, ils ne comprennent pas le barème, le sens même, ouais. C'est sûr, tu sais, au civil, c'est 50% plus ça. Dans le sens, Je pense. Ben, je pense que les enjeux de la justice sont pas les mêmes aussi. En pénal, c'est de la dissuasion, c'est de la punition. Oui. La punition surtout. Tu sais, civil, c'est comme. C'est de la réparation. C'est ça. Fait qu'on dirait que ça nous, je pense, n'importe qui, ça nous frustre plus quand c'est en pénal, qu'il y a un accident. Tantôt, j'avais mon cours de procédure pénale. On parlait justement de la confiance du public, parce qu'on a vu la Red Jordan. Mais entre autres, là, on a vu tous les types de requêtes préliminaires, dont la requête d'exclusion de preuves à l'article 24 de la Charte alinéa 2. Paragraphe 2. C'est ça. Puis, c'est là qu'on nous expliquait, les juges, des fois, ils n'ont pas le choix aussi de faire attention à l'opinion publique, mais il ne faut pas qu'ils s'arrêtent à ça. Mais ça joue un petit peu parce que les gens ne comprennent pas pourquoi on va exclure une preuve complètement, parce que des fois, la preuve, c'est essentiel pour porter des accusations pour la couronne. Ben, il y a on a tous des droits protégés par la charte. Je pense qu'on l'a vu hier tu peux pas comme La défense pénale entière? Ben oui, mais tu peux pas, je sais pas comment dire ça, mais comme tu sais de quoi je parle, oui. Tu peux pas comme témoigner contre toi-même. Ah, mais un témoin peut pas être, les propos d'un témoin peuvent pas être utilisés contre lui, sauf dans un contexte où il mentirait ou qu'il y aurait des témoignages qui seraient contradictoires. On a tous des droits, c'est ça, mais tu sais, dans l'œil du public, c'est comme, ben, ça a du gros bon sens, le témoin, il vient de dire qu'il a fait telle chose, mais ces droits-là, ils servent à quelque chose. Fait que je pense, les droits puis la confiance du public, comme ils vont ensemble. Mais je pense que c'est surtout selon les droits de la charte. On dirait que la confiance du public peut baisser souvent quand on respecte les droits constitutionnels. Moi, je rajouterais que dans notre cours d'administration, on a aussi vu l'admission de la preuve et justement quand est-ce qu'on peut rejeter la preuve. Et c'est quand même, ça a fait l'objet quand même de pas mal tout un cours. Et c'est encore quelque chose que je trouve assez mélangeant. C'est les critères, c'est pas l'affaire la plus simple. Donc, c'est ça, pour un justiciable, de comprendre ça, je trouve pas que c'est très possible. Juste après une recherche comme ça, de comprendre le concept, de comprendre pourquoi leur preuve a été rejetée. On refuse de l'entendre. Je peux continuer sur le sujet. On a vraiment divagué. Donc, si on revient aux revendications territoriales, ben là, je parlais dans le fond de faire d'autres preuves qui étaient lourdes. Fait que là, on voit que pour les personnes autochtones dans les communautés, ça coûte excessivement cher pour eux. Puis ça, c'est sans compter les frais d'avocat qui sont vraiment élevés et les frais de justice, sachant que la majorité du temps, ça va devant la Cour suprême du Canada parce qu'ils sont contre l'État, souvent, ou des grandes entreprises qui ont les moyens d'aller devant la Cour suprême. Puis effectivement, là, on pourrait voir aussi l'efficacité judiciaire par rapport à ça. Mettons, dans l'arrêt d'Elgamouk qu'on a vu, la première instance a duré 374 jours environ, après une décennie de débats judiciaires. Et en plus, la Cour suprême s'est abstenue et a renvoyé l'affaire devant le juge de première instance. Finalement, ça n'a jamais terminé, cette affaire-là, parce que ça coûtait trop cher pour la communauté autochtone. Est-ce que finalement c'est juste? Absolument pas. Ils sont même pas capables de finalement faire valoir leurs droits parce qu'ils sont contre, c'est David contre Goliath, littéralement. Là. Ils sont contre les gouvernements, les procureurs généraux du Québec ou du Canada, des grandes entreprises ou des organismes du gouvernement, par exemple, au Québec.
qui ont les moyens pour y arriver. Je pense que c'est pendant notre cours en Grégoire et nous, Marie-Claude Grégoire, qui est avocate Oh, really? Only? ouais, quelque chose comme ça. Quelque chose Mais comme elle ça. disait que les questions autochtones sont vraiment plus propices d'aller à la Cour suprême. Elle est allée c'est- souvent devant la Cour suprême, Mais justement. ben, dans un sens, oui, c'est des nouvelles questions, mais c'est pas tout le monde qui peut aller à la Cour suprême. Ben, c'est ça, mais si le fardeau de preuve serait renversé, ça Ouais. serait à nous de prouver pourquoi on pile sur leur tête. Ouais, Au final, ça durerait pas 374 jours, ça serait pas à eux d'aller chercher, par exemple, des aînés qui peuvent mourir entre-temps, parce que c'est extrêmement long, là, c'est des dizaines d'années, littéralement. Et Ils finalement, sont déplacés, ils ont des familles qui ils sont malades. Tu sais, des parents, tu peux pas. Oui. Mettons, des enfants, ils ont un travail, tu peux pas les déplacer une semaine juste pour Ça. faire un témoignage. Et, par exemple, s'ils meurent, leur témoignage, c'est fini pour toujours. Là. Ouais. On peut pas les récupérer, c'est fou. Mm. Donc, Donc, sur ce, ça, c'était un projet dans le cadre du cours de droit judiciaire. On vous souhaite une bonne écoute, M. Caron. Elle était plus longue que prévu originalement. Merci!